dire bonjour tout le monde. Bienvenue à cette deuxième entrevue Inspirer l'équilibre. Aujourd'hui, je reçois une personne que je trouve super inspirante, que je connais depuis très, très, très longtemps. 33 ans, je crois. C'est bon. Excellent. Donc, c'est mon neveu, Francis Gendron. Et puis, Francis a fondé l'entreprise Solutionnera il y a quelques années de ça. 2011-2012, si je me trompe pas. 2012, oui. 2012. Et puis, alors, il va venir nous parler un peu de son parcours de son parcours de vie qui l'a amené jusque-là et maintenant, depuis 2012, ce qu'on est rendu. Alors, bonjour Francis. Bonjour Hélène, comment ça va? Ça va super bien, toi? Ben oui, vraiment. Tu me connais depuis tellement longtemps que tu me connais depuis avant que je me connaisse moi-même. Exactement, tout à fait. Alors, c'est ça. J'aimerais ça commencer, s'il te plaît, Francis, avec que tu te présentes toi, qui tu es, d'où tu viens et tout, et puis que tu nous racontes aussi ton parcours qui t'a mené à Solutionnera. Cool. Ben oui, pas de problème. Moi, ça a commencé dans la petite ville de Quaticook, en fait, et de Stanhope et de Dixville. En fait, tous ces petits coins des cantons de l'Est. J'ai vécu dans la même maison que Hélène a grandi aussi, que mes parents ont racheté. Donc, étant jeune, c'est ça, c'était plus la campagne jusqu'au secondaire où j'ai déménagé à Sherbrooke et tout ça. Et pendant le secondaire, tu sais, je nomme là, les événements qui ont fait un petit peu, qui m'ont amené où est-ce que je suis présentement, aussi qui ont forgé un petit peu ma pensée et tout ça. En secondaire 3, donc à Sherbrooke, j'ai découvert plein de choses. C'était un moment un peu difficile pour moi parce que c'était un moment où l'école me décourageait, dans le sens où j'avais plus le goût d'aller à l'école. Ça a été vraiment le moment où j'étais comme découragé. Mes amis, ça connectait moins. C'était plate, c'était comme, je sais pas, j'avais plus la motivation d'y aller. Mais en même temps, ça m'a amené à découvrir des choses telles que le plein air. Ça a été les débuts pour moi du plein air, la nature et tout ça. Et la découverte de L'Alchimiste, le livre, et aussi de mon prof de religion qui nous avait fait écouter La Belle Verte. Donc, le film La Belle Verte. Et le mix de de tout ça m'a donné un très grand intérêt pour le plein air, justement. Alors, ça a commencé par m'inscrire en santé globale au début. Je suis aussi allé en Californie voir ta sœur, Terry, faire plein de plein air avec elle là-bas. Et ça m'a vraiment donné la piqûre au niveau du plein air qui a évolué en l'environnement. Mais au début, le plein air s'est exprimé par aller, entre autres, en Gaspésie, étudier en tourisme d'aventure, devenir guide de plein air et faire ça dans des expéditions en autonomie complète. Un peu partout, là, j'ai fait Labrador, j'ai Saskatchewan, BC, j'ai fait aux États-Unis, au Canada, presque partout. Et j'adorais ça. Et j'adorais l'aspect environnement et j'adorais l'aspect autonomie, justement. Puis il y avait une petite chose que j'aimais moins. Puis j'ai fait ça pendant quand même plusieurs années. Là. Donc, j'ai commencé mes études là-dedans à 17 et je suis resté guide jusqu'à à peu près 25. Donc 8 ans à peu près. Puis vers 25 ans, la petite chose qui me dérangeait un petit peu, c'était toujours quand je finissais une expédition de 30 jours, les gens me disaient « ça a été malade, on a trippé, je veux dire, on a grandi, on croit en nos rêves, on a le goût de faire ça » parce que c'est sûr qu'il y avait tout un côté un petit peu psychologique aussi parce que c'était tellement une grande aventure, là, 30 jours en autonomie complète, surtout que je partais avec des jeunes de 18 à 21 ans. Fait que je veux dire, pour certains, c'est la première fois qu'ils quittaient leur maison. Là, je veux dire, il y en avait que c'est la première fois qu'ils lavaient de la vaisselle de leur vie. Fait que l'aventure est grande. Fait qu'il y avait beaucoup de discussions, mais ça créait un bonding avec eux qui était fort, qui était vraiment le fun. Mais la seule chose que j'aimais moins, c'est que les gens, ils se disaient, même si je faisais plein d'efforts pour pas qu'ils sentent ça, à la fin, l'impression, c'était « Ah, mais maintenant, il faut retourner à la vie normale. Il faut retourner à la vie normale. » Fait qu'il y avait comme une coupure entre ce qui était arrivé dans le rêve extraordinaire de plein air et de collaboration et d'ambiance inspirante et tout ça, et la vie normale qui n'était pas ça. Fait que, donc là, j'ai commencé à m'ouvrir à d'autres choses. Puis entre autres, j'étais inspiré par la permaculture et l'autoconstruction ou la construction écologique parce que je me disais justement, ça serait cool parce que ce serait une activité qui permettrait de faire ces choses-là, comme je fais en expédition, mais qui serait 100% applicable dans la vie après. Et ce que j'aime bien, lorsque j'ai un nouvel intérêt, j'aime bien aller apprendre avec les meilleurs du domaine. Et je suis tombé sur un film qui s'appelle The Garbage Warrior,
le guerrier des poubelles, le film des Earthships. Et j'ai été très inspiré par ce film-là. Alors, j'ai décidé d'aller étudier à Taos, au Nouveau-Mexique, pour apprendre la construction écologique. Parce que les Earthships, ce qu'il y a de vraiment le fun, c'est que tout est inclus dans un seul bâtiment. Fait que je m'étais dit, si je vais apprendre là, ce qui est cool, c'est que je vais apprendre tous les aspects. Au lieu d'aller faire un cours sur l'eau de pluie, un cours sur l'autonomie, un cours aussi un peu partout, dans un seul cours, j'allais tout apprendre ce qui concernait cela. Et donc, j'ai décidé d'aller faire ça. Ça a été vraiment cool, une belle expérience. 2 mois de formation, 2 mois de stage. Et quand je suis revenu, en fait, pendant que j'étais là-bas, j'ai commencé à faire des vidéos YouTube juste parce que je voulais, tout ce que j'apprenais, comme ma manière de le retenir, c'était de le réenseigner en français à la caméra. Donc, à chaque jour, je faisais une vidéo YouTube sur ce que j'avais appris. Et j'ai mis ça sur YouTube, mais vraiment à cette époque-là, sans aucune attente. Là, puis First, en 2012, les gens ne s'en rappellent pas parce que ça se peut même pas, mais c'est comme, il n'y avait pas de YouTuber en 2012. Il n'y avait pas de genre, tu peux pas être, c'était pas un métier, là, tu ne peux pas être une star de YouTube puis tout ça. Tu faisais ça uniquement, justement, comme tu le dis, pour l'enseigner à nouveau parce que c'est la meilleure façon d'apprendre. Exactement. Puis, tu sais, moi, j'avais quelques amis, je me disais, ça va sûrement les intéresser, fait que je vais mettre ça sur YouTube, je vais leur partager le lien. Tu sais, ne sachant, ne comprenant même pas comment ça marche à cette époque-là, YouTube, puis tout ça. Et donc, j'ai parti le truc et tout ça. Et après, j'ai décidé de faire une série dans le fond, pour finir le stage du cours, il fallait faire un stage personnel qui était comme mettre une de ses forces avec ce qu'on a appris pour faire un projet. J'aurais pu construire une nouvelle maison ou j'ai décidé de faire une série de 100 conférences à travers le Québec et l'Ontario sur le sujet. Et donc, je me suis lancé là-dedans. Et le mix de YouTube, qui a pogné beaucoup plus que j'aurais pu penser, tu sais, et ces conférences-là, qui, tu sais, le YouTube venait comme mettre une certaine popularité, dans le fond, aux conférences aussi. Fait que ces deux-là travaillent ensemble, a créé une nouvelle demande pour des formations en bâtiment écologique. Et comme je le disais mentionné, je n'avais pas cette intention-là nécessairement au départ, mais le besoin est comme né d'être à proximité des gens, de lire les commentaires YouTube. À cette époque-là, je lisais tous mes commentaires YouTube que je recevais. Donc, de voir qu'il y avait vraiment un intérêt. Et là, j'ai décidé de partir justement ce que tu nommais tantôt, Solution ERA, qui veut dire, dans le fond, des solutions éthiques, résilientes et abondantes, qui vient de ma réflexion à travers mon apprentissage des Earthships et de la vie en général, que si on veut faire des solutions qui vont durer dans le temps, il faut qu'elles soient éthiques dans le sens que c'est pas parce que moi j'en bénéficie que j'enlève quelque chose aux autres. Parce que, dans le fond, je pense que notre génération a été un petit peu tannée du concept de on va aller exploiter des gens dans un autre pays pour que nous, on soit plus confortable. Fait que éthique venait entre autres de ça, mais même localement, là, au Québec, d'offrir des conditions qui fait que mieux je suis, mieux l'autre est aussi. Éthique résiliente, résiliente, même ce mot-là, je ne le prononçais pas si souvent. Je disais le mot autonomie parce que résilient, les gens ne savaient pas c'était quoi il y a 2 mois. Et maintenant, c'est un buzzword sur Internet et tout ça avec tout ce qui s'est passé. Donc, la résilience, c'est le contexte, la situation dans laquelle un bâtiment ou une personne ou quoi que ce soit, indépendamment des circonstances extérieures, reste fort intérieurement. Donc, pour un humain, ce serait de rester, mettons, garder la confiance ou de surpasser des moments difficiles. Et pour une maison ou une société, c'est que même s'il y a un confinement ou une panne d'électricité ou des choses comme ça, bien, on continue à pouvoir bien vivre et au minimum survivre et idéalement bien vivre dans ces conditions-là. C'est un terme qui est très populaire en psychologie, mais effectivement, oui, qui n'était pas connu au niveau de l'habitation et de la société. Exactement. De mainstream, de manière mainstream, ce n'était pas connu. Et abondant. Donc, des solutions éthiques, résilientes et abondantes. Parce que je veux dire, ça, c'est d'une autre expérience que j'ai vécue grandement, que beaucoup de projets bien intentionnés, c'était des bénévoles qui les tenaient à bout de bras. Puis, à un moment donné, on s'épuise à ça. On ne peut pas infiniment juste faire du bénévolat. J'ai fait énormément de bénévolat pour partir mes projets, puis je ne me suis pas payé les 2 premières années. Fait que je sais que ça fait partie de la game parfois, mais ça ne peut pas durer pour toujours. Fait qu'il faut qu'il y ait une intention que le projet devienne abondant pour les gens et pour les gens qui l'ont créé aussi à la fois. Donc, ça a été ça le thinking. Et puis, on a parti cette compagnie-là qui maintenant, dans le fond, est la plus grosse école en ligne et en classe de bâtiments écologiques de la francophonie. Fait que c'est un beau succès avec beaucoup de milliers d'étudiants, presque 1000 par année, en fait, qui font nos formations, nos grosses formations. On en a plus que ceux qui font nos petites. Et
Et aussi, on a décidé de faire 3 facultés. Donc, c'est une grande académie avec 3 facultés. Une qui est l'habitat régénératif, qu'on appelle, là, habitat sain, écologique et autonome. Une qui est la vie qui t'inspire, que tu connais aussi, Hélène, Oui. qui est le côté plus, qu'on pourrait dire, développement personnel et de littéralement créer la vie qui nous inspire. Et le 3e qui est l'entrepreneuriat éthique ou l'entrepreneuriat d'impact, qui est celui qui, en gros, aujourd'hui, j'ai confirmé le contrat de la personne qui allait m'aider à mettre ça en place. Et donc, on a une nouvelle personne qui se joint à l'équipe et ça commence donc dès la semaine prochaine. On commence à mettre ça en place, donc probablement automne 2020 ou janvier 2021, quelque chose comme ça, que les premiers cours vont commencer à sortir. Puis en fait, les trois comme académies, c'est un peu ta réponse à quand les gens faisaient leurs 30 jours en autonomie, ils faisaient la vie normale. Ces Exact. 3-là ensemble, c'est cette vie normale-là, en fait. Absolument, absolument. Puis, tu sais, pour moi, la vie inspirante, donc le pilier central qu'on pourrait dire, la faculté centrale, pour moi, ça s'applique absolument à tout le monde. Puis après ça, les 2 autres piliers sont appropriés soit pour tout le monde ou soit pour un moment de la vie. Fait qu'il y a un moment donné où est-ce qu'on va se poser la question, où est-ce que j'ai envie de vivre, puis dans quel contexte, puis je veux-tu que ce soit ma maison ou je veux que ce soit un appartement, mais l'intérieur, je veux-tu que ce soit sain, sans COV, je veux-tu que ce soit plus résilient, plus autonome? On va se poser ces questions-là. Fait qu'on a tous les outils pour prendre les bonnes décisions. Puis l'entrepreneuriat, bien, c'est l'entrepreneuriat au sens un peu plus large que juste « je suis un entrepreneur qui a sa propre Inc », parce que ça inclut aussi l'intrapreneuriat, parce que je ne pense pas que c'est pour tout le monde de créer sa propre entreprise juste parce que bon, ça apporte un certain lot de stress et de tout ça. Mais je crois que c'est pour tout le monde d'être un leader, d'être un leader à l'intérieur d'une entreprise ou d'une structure qui existe déjà. Et donc, c'est un peu plus large que c'est comme co-créer ensemble, en fait. C'est tout cet aspect-là qui est là. Puis oui, exactement, c'est les outils pour, en réponse à ce changement-là qui venait de, comme je l'avais dit plus tôt. Excellent. Alors, c'est un super beau parcours. Merci, merci. Et puis, justement, j'aimerais ça que tu me parles de c'est quoi une habitation autonome, une habitation résiliente. Yes. Donc ça, c'est une bonne question qui va dépendre d'une personne à l'autre, OK? Mais je vais te donner ma définition. Nous, quand on donne nos formations, on aime ça que les gens comprennent les grands principes et choisissent pour eux qu'est-ce que ça veut dire. Donc, spécifiquement, la différence entre une maison autonome et résiliente. Autonome, ça voudrait dire que littéralement, elle n'est pas connectée à aucun système extérieur. Donc, autonome, ça voudrait dire, par exemple, ne serait pas connectée à Hydro-Québec. Elle serait indépendante de Hydro-Québec. Pour nous, moi et Solutionora, dans le fond, on est plus des fans de résilience que d'autonomie complète parce que Hydro-Québec, en fait, est vraiment une source d'énergie. Tu sais, c'est de manière à grande échelle comme ça, c'est la source la plus écologique, la plus durable, la plus écologique, la plus durable dans le sens qu'il n'y a pas beaucoup de pannes. Tu sais, il y en a des pannes, mais si tu compares à n'importe où dans le monde, ailleurs, on en a moins que les autres. Okay? Fait qu'on a un système qui est très résilient, justement. Et en plus, on a l'électricité la moins chère au monde. Fait que, tu sais, Hydro-Québec, pour moi, c'est pas un problème. C'est cool, Hydro-Québec. Je trouve ça le fun, ce système-là. La seule chose, c'est qu'il y a plein de transformations que le monde est en train de vivre présentement et qu'il faut s'adapter. Une de ces transformations-là, c'est qu'il faut sortir du pétrole. Puis nous, Hydro-Québec, ce n'est pas du pétrole, mais les voitures le sont. Et là, on est en train de faire le changement vers les voitures électriques. Et pour moi, la solution, ce n'est pas d'aller faire 12 autres barrages, parce qu'on a mis des barrages déjà sur toutes les rivières du nord du Québec. C'est de faire le mix Hydro-Québec avec ce qu'on a déjà et solaire sur les maisons. Fait qu'une maison résiliente, par exemple, ce serait une maison qui aurait des panneaux solaires. Bon, il y a plusieurs principes, là, solaire passif et tout ça, mais je vais regarder ça simple. Elle aurait, pour la partie énergétique, elle aurait des panneaux solaires, ce qui ferait que, mettons, une belle journée d'été ensoleillée, elle produirait trop d'énergie. Donc, elle produirait beaucoup d'énergie pour les habitants qui vivent dedans. Puis, en plus, les surplus seraient revendus à Hydro-Québec. Donc, ça lui donne des crédits. Nous, au Québec, c'est des crédits. Mettons, en Ontario, eux, c'est littéralement de l'argent. Ils les payent pour ça. Et au Québec, vu que c'est des crédits, ce qui arrive, c'est que quand tu arrives en décembre, nous, on a beaucoup moins de soleil. Fait que tu utilises tes crédits pour aller te racheter de l'électricité d'Hydro-Québec. Fait que c'est comme si les barrages deviennent ta batterie. Tu comprends?
Donc, ça, c'est ce on appelle une maison qui serait net zéro. Ça voudrait dire qu'elle produit plus qu'elle utilise pendant une année complète. Sauf que si, mettons, l'électricité coupe, bien là, elle a juste de l'électricité s'il fait soleil. Fait que ça, c'est le côté un peu moins avantageux de ce système-là. Fait qu'une maison vraiment résiliente, elle aurait des panneaux solaires et quelques batteries, assez pour la maintenir pour quelques jours. OK? Fait que ce qui ferait que, dans le fond, elle produit trop d'énergie l'été, mais pas assez l'hiver. Fait qu'elle est net zéro avec Hydro-Québec. Mais en plus, si Hydro-Québec coupe, bien, elle a assez d'énergie dans ses batteries pour continuer à fonctionner complètement pendant une, deux, ou trois ou quatre journées. C'est là que chacun va choisir c'est quoi le niveau d'autonomie qu'il veut. Puis aussi, en résilience, souvent, on va parler d'adapter ses besoins. C'est-à-dire que quand tout va bien à l'extérieur, puis qu'il fait soleil, puis que tu as Hydro-Québec, bien là, fais bien ce que tu veux. Mais quand on est en décembre, il y a une crise de verglas, il n'y a plus d'Hydro-Québec, on est en confinement, puis ça ne va pas bien, bien, il faut que tu aies un système avec ta maison pour que tes besoins soient moindres. Fait que oui, tu gardes les lumières, Internet, ces choses-là, mais des choses, par exemple, comme le chauffage, idéalement, tu peux switcher au bois, chauffage au bois, par exemple. Ou ceux qui ont une serre, ils peuvent avoir une pompe thermodynamique qui transforme l'air chaud de la serre en eau chaude à 1/7 du coût. Donc là, tu réduis ta quantité d'énergie nécessaire, donc ça devient possible. En tout cas, dans la résilience, il y a tout ce mix-là entre une propre production de ce dont on a besoin en énergie et la capacité à manquer d'Hydro-Québec ou de solaire dans le temps. Il y a ce premier point-là qui est pour l'énergie, puis les deux autres, c'est autonomie en eau qui peut se faire par le fait que tu as ton propre puits ou que tu ramasses de l'eau de pluie et encore une fois, tu vas avoir une réserve au cas où il ne pleut pas pendant un bout de temps. Et le troisième point, c'est l'alimentation qui a toujours été comme un rêve lointain pour plein de monde. Puis nous, on le voit avec notre formation qui s'appelle Serre d'abondance et autonomie alimentaire. Mais on dirait que depuis la COVID, c'est ce point-là que beaucoup de gens ont, qu'il y a un intérêt avec le gouvernement qui s'implique là-dedans en plus pour dire qu'il faut qu'on devienne autonome en tant que province. Et puis là, ce qui peut être intéressant, en tout cas, moi, ma vision pour ça, c'est que chaque maison produit une partie de ce qu'ils ont besoin comme frais, tout ce qui est frais. Parce que le reste, la partie sec, ça, tu peux le garder pour quand même vraiment longtemps. Tu sais, mettons du riz, du quinoa, des choses comme ça. Si tu veux avoir ça, tu pourrais avoir ça dans un garde-manger pendant des semaines ou des mois sans problème. Mais mettons, en période de confinement, mettons que ça aurait duré et qu'il y aurait eu des problèmes au niveau de l'approvisionnement alimentaire, ça ne prend pas beaucoup de temps que de la verdure, des légumes, tout ça, tu n'en as plus, tu sais, c'est juste inexistant. Fait que je trouve que la petite serre adjacente à la maison est un beau mix qui permet de promouvoir cette résilience. Donc, une maison résiliente, une habitation résiliente, c'est vraiment une maison qui s'adapte au changement et puis qui reste quand même connectée avec l'extérieur. Absolument. Puis je dirais, mettons, je vais le terminer en une phrase, là. Je dirais, maison résiliente, c'est sa capacité à interagir avec les phénomènes naturels pour créer ce dont l'habitant a besoin pour survivre, c'est-à-dire eau, nourriture, chaleur, énergie. Peut-être pas dans la quantité qu'on est habitué d'avoir en ayant des épiceries, en ayant Hydro-Québec et tout ça, mais au moins assez pour être capable de vivre à travers un moment qui serait potentiellement plus difficile temporairement. Et j'imagine que justement, ça fait un mode de vie où la surconsommation, elle n'existe presque plus de toute façon. Qu'est-ce que tu veux dire? Bien, en fait, quand on a un mode de vie avec une maison, une habitation résiliente, en partie, c'est qu'on a abandonné le mode de vie de surconsommation. Absolument. Bien, je veux dire, chacun peut faire ses propres choix, là, mais habituellement, les gens qui s'intéressent à ça et qui poussent dans cette direction-là, m'incluant là-dedans, c'est dans un objectif de rapprochement. Tu sais, je veux dire, là, moi, j'ai acheté ma maison puis on est en train de rajouter beaucoup des choses que je te mentionne là. Et moi, je suis comme... on dirait que le timing est bon parce que dans les dernières années, j'ai voyagé énormément. Puis là, je suis comme, j'ai plus le goût de voyager. First, il y a le COVID partout, puis bon, là, toutes les affaires, les frontières sont fermées. Et comme quand tu as ta maison qui produit ça, puis que tu es chez vous, puis que tu as Internet pour travailler à l'occasion, faire des entrevues, des trucs comme ça, je veux plus sortir. La seule raison pourquoi j'ai le goût de sortir, c'est bon parce que j'adore la voiture, mais sinon, une fois de temps en temps.
Excellent. Et la maison autonome, elle, c'est vraiment plus une maison qui correspond à 100%, qui s'auto-suffit finalement à 100%, si je comprends. Oui, exact. Autonome. Puis juste pour être clair sur ce point-là, là, la maison autonome, ça voudrait dire qu'elle s'autosuffit à 100% dans tous ses besoins. Ce serait comme en parenthèse le rêve ou l'idéal de la personne qui veut une maison autonome. Mais dans les faits, je connais personne qui a encore réussi à avoir une vraie maison 100% autonome, ce qui veut dire que même les Earthships en fait, oui, il y a des gens qui ont réussi à avoir une maison 100% autonome, mais il fallait qu'ils réduisent drastiquement, mettons, leur standard de vie. Ça veut dire, mettons, s'il ne fait pas soleil pendant plusieurs jours, oublie ça, une douche d'eau chaude. Ça n'existe juste pas. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, okay. Il fallait qu'ils soient prêts à réduire leur standard. Fait que souvent, ils comblent avec ce que moi, je trouve qui ne fait pas de sens pour le Québec, du gaz. Fait qu'ils ont souvent une bonbonne de gaz qui est là en backup. Mais le backup, tu l'utilises quand même à l'occasion. Tu sais, à chaque fois que tu sais, novembre, décembre, janvier, tu dois l'utiliser. Donc, pour moi, ça ne fait pas nécessairement de sens. Ceci dit, c'est en train de changer là. Donc, nous, là, le premier modèle qu'on va construire à Eastman, ça va être le premier modèle que je connais qui va pouvoir, sans aucun combustion, on n'a aucune combustion dans cette maison-là, puis on peut produire plus d'énergie qu'on en consomme. Fait qu'il y a moyen d'y arriver, mais c'est nouveau, c'est grâce à des technologies récentes qu'on va pouvoir réussir à faire ça. Puis là, je parle toujours dans le contexte québécois, là, oui. Parce que dans certains pays, c'est pas dur d'être autonome. Là. Mais nous, au Québec, on a des trucs un petit peu plus complexes. Dont la température. Oui. Oui, exactement. Je veux dire, c'est l'hiver qui fait toute la différence. Puis tantôt, juste pour remettre en contexte, parce que j'ai dit j'adore l'auto, puis je voulais juste pas que les gens pensent que c'est parce que je vis à Sutton, puis c'est un choix de vie là, que je fais, puis je suis conférencier, que j'ai une auto en passant, parce que s'il y avait possibilité pour moi de ne pas en avoir, il n'y en aurait pas, mais là, dans ce contexte-là, c'est obligatoire. Tu aimes beaucoup ta Tesla. Ta Tesla, elle est extraordinaire. Excellent. J'ai juste eu 2 voitures dans ma vie et je les ai adorées les 2. Ma van m'a permis de faire le tour de l'Amérique du Nord à multiples reprises, qui financièrement, ça aurait été impossible sans elle. Fait que je la remercie pour ce rêve-là. Et là, ma nouvelle, c'est surtout pour le fait que pour moi, c'est une réelle solution, dans le sens pour les gens qui n'ont pas le choix de se promener en voiture en fonction du travail ou du choix de vie qu'ils ont fait. Là. Je crois que c'est une réelle solution. Et pour mettre un point sur l'aspect autonomie, sache que les voitures Tesla depuis le modèle 3 sont aussi branchables dans la maison dans les 2 sens. C'est-à-dire que si, mettons, tu étais en confinement puis que là, tu n'as pas besoin de te déplacer parce que tu n'as pas le droit de te déplacer, mettons, tu peux connecter ta voiture sur ta maison et là, ta batterie de voiture qui est 10 fois plus grosse que ta batterie de maison devient accessible pour mettre l'énergie de tes panneaux solaires. Fait que ça, c'est vraiment cool à savoir. Il n'y a pas juste Tesla qui a fait ça. Par exemple, la nouvelle Nissan Leaf. En tout cas, il y a plusieurs voitures qui vont permettre de faire ça dans le court terme. Mais même les modèles d'avant sont déjà capables de le faire, sauf que le système pour le faire, c'est vraiment récent. Le 2019, là, ça fait juste 1 an, fait qu'il y a peu de gens qui l'ont. Mais ça, pour l'autonomie et la résilience, c'est un game changer parce que c'est toujours la batterie le problème. Des panneaux solaires, ça ne coûte pas cher, c'est facile puis ça ne brise jamais. Des panneaux solaires, il n'y a pas de défaut à ça. Mais c'est les batteries qui sont problématiques. Puis le fait que tu puisses te connecter sur ta batterie de voiture, puis surtout que le contexte est parfait. Tu sais, je veux dire, c'est quand il y a des problèmes extérieurs que tu n'as plus le goût de sortir, puis tu as le goût d'être chez vous, puis tu as le goût d'avoir de l'énergie. Et donc, tout ça s'embrique et ça fait beaucoup de sens pour moi pour la suite des choses. D'autant plus que ça donne une deuxième utilité à la voiture. Exactement. Ouais. Ce que j'aime beaucoup, c'est quand les choses ont plus que d'utilité. Fait que je trouve ça extraordinaire. Oui, absolument. Quel avantage tu vois à ce mode de vie que tu vis quand même de plus en plus là, avec ta belle maison et avec justement ce qui s'en vient à Eastman? Oui. C'est quoi les avantages que tu vois à ce mode de vie-là? Écoute, je dis souvent aux gens, c'est un petit peu exagéré, mais c'est proche de la vérité. Il y a les problèmes semblent nombreux et complexes, mais la solution est simple et épique. Et pour moi, il y a des choses qui sont en train de changer. Le 2020, là, on parle, mettons, présentement, parce que ce que je vais te dire là, je crois que c'est vrai depuis toujours, mais ça c'était pas aussi facilement exécutable que maintenant. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui se passent vraiment qui le rendent plus exécutable. La numéro 1, c'est l'accès à Internet de partout ou presque. Là. C'est-à-dire que, on va avoir Internet haute vitesse. Dans 2 ans, partout,
on va avoir Internet haute vitesse, que ce soit par satellite ou par la fibre là, qui sont en train d'installer dans toutes les MRC du Québec et tout ça. Il va l'avoir partout. Et là, le confinement est en train de pousser le télétravail d'un autre niveau parce que plein de gens sont forcés de le faire. Ils ne l'auraient pas fait, mais là, ils sont obligés de le faire. Et donc, pour moi, de se réfugier toute seule dans sa maison, ça ne fait pas nécessairement de sens. Mais d'avoir des communautés, des petits villages ou des petites communautés ou des petits trucs comme ça qui ont comme moteur économique de base au début. C'est-à-dire qu'à l'époque, là, quand tu voulais partir à un nouveau village, qu'est-ce qu'il fallait que tu fasses? Il fallait que tu partes une scierie, par exemple. Ou du moins, c'était en exploitant la nature que tu pouvais créer le moteur initial. Puis une fois que tu as une scierie, bon, ben, tu as des employés. Bon, ben, vu que tu as des employés, eux veulent aller au resto. Fait que tu as un resto. Fait que là, ils veulent aller au cinéma. Fait qu'une ville grandit autour d'un moteur initial. Mais si Internet peut être le moteur initial, c'est-à-dire qu'il y a des startups qui utilisent Internet pour offrir leurs produits ou leurs services ou quoi que ce soit, ça, tu peux partir une communauté basée là-dessus. Une fois que tu as ça, là, pour ça, tu as besoin de tous les autres services. Tu as besoin d'un resto, tu as besoin de ci, tu as besoin de ça pour que ce soit agréable. Et là, ce que je trouve beau là-dedans, c'est qu'on peut imaginer des communautés, des villages, des petites villes qui mettent un grand soin à tout ce qu'on discutait, donc agriculture de proximité. Et, parce qu'il y a l'option collée à sa maison, mais il y a aussi l'option, bon, on a 8 maisons, puis on a un jardinier maraîcher ou on a un jardinier maraîcher pour le village. Il y a plein de versions de ça, mais ça revient au même grand principe. Et moi, tu me demandes les avantages. C'est sûr qu'au niveau environnemental, je trouve que ça les règle tous les problèmes parce que, c'est quoi les gros endroits où est-ce qu'on consomme de l'énergie puis qu'on a des problèmes avec l'environnement? Il y a l'alimentation qui est énorme. Fait que là, tu viens couper dans ça parce qu'une grosse partie de ta production est locale, comme soit à 3 mètres de ta cuisine ou soit c'est chez le voisin, en gros. Là. Fait que c'est vraiment très local. Après ça, tu as le transport. Mais là, tu n'as plus besoin de te déplacer à ton travail tout le temps parce que tu peux faire une partie de chez vous et où tu t'assures que dans ta communauté, tu as les aimants les plus importants que tu peux. Fait que là, transport, alimentation, ça s'en va. Puis l'autre gros truc, c'est l'habitation. Fait que lorsque tu règles ces 3 gros trucs-là en ayant en gros une maison qui produit elle-même de par son interaction avec les phénomènes naturels, eau, nourriture, chaleur, électricité, puis que tu fais ça dans un contexte où est-ce que tu as Internet qui permet que les gens ont pas... Parce que, tu sais, avant, tu avais une maison écologique, mais pour la construire, il fallait que tu sois loin de la ville. Puis là, quand tu étais loin de la ville, il fallait que tu travailles matin et soir en ville. Fait que là, tu avais la résolution d'un problème, mais tu en créais un autre. T'sais, dans le fond, tu déplaçais le problème plus que d'autres choses. Tandis que là, on a comme la chance de faire une grande solution qui résout ça à un haut niveau. Puis moi, effectivement, je suis en train de le vivre dans le sens que j'ai acheté ma propre maison. Nous, on va le vivre. Moi, c'est le concept que j'appelle l'oasis, c'est-à-dire c'est un co-living qui fait que tu peux avoir accès à quelque chose. Moi, j'appelle ça le lifestyle de millionnaire, là, mais c'est le lifestyle de millionnaire, mais au prix d'une maison normale ou moindre. Donc, moi, ça me coûte moins cher qu'une maison normale, mais j'ai une maison solaire passive, bien isolée, saine à l'intérieur. On va avoir une serre, les panneaux solaires. Tout ce que j'ai mentionné, on va pouvoir l'avoir. Et c'est raisonnable dans le prix parce que au lieu d'être seul à payer cette maison-là, on est 2 familles et une entreprise. Fait que l'entreprise, au lieu d'avoir ses bureaux à l'Isola, donc Solutionnera, et on est 2 couples à payer parce qu'on a chacun notre étage et on partage un espace commun. Fait que je trouve que dans ce contexte-là, c'est vraiment... Je trouve que c'est une solution à tout. Puis en plus, au niveau de la qualité de vie, bien, je pense qu'il y a plus de gens présentement qui souffrent d'isolement que de trop voir de gens. Puis là, dans le confinement, c'est bien pire encore, mais donc je trouve qu'il y a place à ça. Puis tu sais, à l'époque, toi, tu le sais, Hélène, plus que la plupart des gens, une famille, c'était 14 personnes. Exact. C'est-à-dire C'était jamais toute seule. C'est ça, exact. Fait que, tu sais, avant, je trouve ça correct qu'avant une maison unifamiliale, c'était une famille parce qu'il y avait 12 enfants, comme dans ta famille à toi, Hélène, puis à ma mère. Sauf que maintenant, une famille, c'est une personne. Tu sais, je veux dire, les gens ne sont plus en couple, ils sont une personne. Fait que là, une maison unifamiliale pour une personne, je ne suis pas sûr que ça fait autant de sens. Et c'est pour ça que là, on peut dire à place, ben garde, on peut-tu être 4 personnes ou 2 couples ou 3 couples à vivre dans une grande maison? On se paye le style de vie extraordinaire, mais tu sais, 500 000 salaire immense, divise par 3, c'est juste 160 000. Puis 160 000, tu ne peux rien acheter de nos jours avec ça. Non, exact. Donc, tu peux avoir la grosse maison que tu t'aurais dit, c'est impossible de m'acheter ça, mais tout à coup,
est accessible. Puis c'est un peu un truc qu'on veut faire avec ça. Avec l'exemple de ma propre maison que je suis en train de vivre, moi en plus, on a 40 acres partagés. On est 5 maisons, on partage 40 acres. On a un lac, on va faire creuser un lac cet été. Jardin, on a les poules communes, fait que pas besoin de t'occuper des poules à chaque jour. On est, quand tu divises par le nombre d'adultes qu'on est dans la communauté, tu vas t'occuper des poules une fois par 10 jours. C'est 3 fois par mois, tu as les œufs à tous les jours. C'est comme tous ces avantages-là par une bonne collaboration intelligente, mais toujours chacun a son espace. Nous, on a chacun notre étage, sinon c'est chacun sa suite. Nous, ce qu'on va créer à Eastman, ça va être comme ça. Chacun a sa suite. Donc, il y a 6 suites, c'est-à-dire chambre et salle de bain. Mais ils partagent salon, cuisine, coworking, une terrasse au 3e étage avec vue sur le Mont Harford, une serre 2 étages pour les trucs plus avocats, citron et tout ça, et une serre 1 étage qui est pour la production plus normale, un jardin. Puis à Eastman, est quand même 500 pieds carrés la serre, c'est un gros jardin à l'année. Donc, c'est ça. C'est à peu près la grosseur de notre condo à Montréal. C'est ça, exactement. Bon. Ça va être juste le jardin intérieur. Excellent. Eh bien, Francis, c'est toujours un plaisir de t'entendre parler de solutionnariat, d'autonomie, de résilience. C'est un passionné, c'est génial. Merci beaucoup pour cette entrevue-là. Je l'apprécie sincèrement. Continue, c'est super beau ce que tu fais, c'est vraiment super inspirant. Et puis, bonne continuité pour tout ça. Merci à toi, Hélène. Merci avec ton beau projet. Je continue d'inspirer plus de gens aussi avec ça. C'est vraiment très cool. Alors, félicitations. Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine. Bye. Bye.